C'est l'heure de votre émission Génération News. Merci de nous rester fidèles et bienvenue. Génération News, vous le savez, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. C'est une identité que nous héritons dès notre naissance et qui nous suit jusqu'à la mort et même au-delà. Une identité qui a une histoire, mais également une signification. Il s'agit du nom ou encore du prénom. Quelle est l'influence du nom ou du prénom dans notre société, tout simplement? On aura des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie, nous allons nous consacrer à quelque chose qui est aussi important que le nom. Il s'agit évidemment de l'arbre généalogique. Est-ce que les jeunes connaissent leur arbre généalogique? Vous le saurez également en fin d'émission. Nathan est avec nous sur ce plateau. Nathan, vous êtes étudiant en management des affaires. Je ne sais plus combien d'émissions vous avez eu à faire avec Génération News, mais vous êtes toujours le bienvenu, évidemment. Merci, Régis. Nous souhaitons également la bienvenue à notre ami Samba. Vous êtes fondateur de Cœur Coach. Voilà, on aura le temps en tout cas de parler de cette structure. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup. Nous remercions également Sen. Vous êtes expert en professionnel du numérique, mais vous êtes également dans la confection de l'arbre généalogique, un héritage évidemment que vous avez eu à prendre de vos ancêtres, mais également d'un grand frère. On aura l'occasion évidemment de parler de ça aussi tout au long de cette émission. Ouais. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Les amis, on s'intéresse à la première thématique liée évidemment à, on va dire, cette identité, je l'ai souligné, Nathan, qui nous suit de la naissance jusqu'à la mort. On parle du nom ou encore du prénom. Pourquoi il est important aujourd'hui pour les jeunes de connaître un peu cette histoire et la définition même de leur nom? Alors, merci Régis pour la question. Alors, comme on pouvait déjà en discuter en préambule, la question du nom est fondamentale dans le sens où le nom nous suit. Comme tu as dit, le nom nous suit de la naissance à la mort et même après la mort. Mmh. Et il y a aussi le fait et le facteur que notre nom détermine qui nous sommes. Soit il nous impacte, soit nous l'impactons. C'est vice-versa. Et notre nom a une histoire. Tous nos noms ont forcément une histoire. Et c'est fondamental pour nous, la jeunesse aujourd'hui, de savoir exactement d'où vient notre nom, de qui on l'a hérité, mais aussi ce qu'il peut signifier. Simplement. Exactement. L'importance, elle est capitale, Samba, de connaître évidemment son nom. Mais pourquoi on trouve un désintéressement auprès de cette nouvelle génération, j'ai envie de dire, cette génération tête baissée, pas très intéressée à l'idée de connaître cette histoire. Ne pas connaître l'histoire du nom qu'on porte, c'est quelque part refuser de se connaître soi-même. Exactement, mais le problème qu'on a avec notre génération, c'est surtout qu'on est allé à l'école. Je ne veux pas blâmer personne, mais on ne connaît pas notre histoire. C'est ça le problème. Par exemple, si on prend mon nom, par exemple, on me l'a compté. On m'a dit, par exemple, toi, Samba, ça veut dire aîné en Peul. Ça veut dire l'aîné. L'aîné, exactement. Par exemple, le nom de mon grand-père, c'est Alsan Cordoba. Cordoba, c'est le plus jeune, le cadet. D'accord. Donc, c'est ça. L'identité, c'est important, mon cher Sen. Déjà, votre nom, la signification, c'est Sen. La signification, qu'est-ce que ça veut dire, Sen, la signification? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom? Ce nom, à part l'appellation des grands décideurs, c'est-à-dire Roxen. D'accord. On a collé motif les scènes comme étant des dieux, quoi. D'accord. Oui, vous voyez. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, si ça n'était pas ces trois choses, trois vont aller disparaître. Si ça n'était pas les ailes, la clôture de nos sangs vont aller disparaître. Si ce n'était pas les vieux, la tradition va disparaître. Ouais, comme disait notre ami Amadou Ampateba. Voilà. Si ça n'était pas les noms de famille, les liens qui nous partagent, ou bien cette organisation cette organisation qui est au sein de la société, c'est-à-dire organisation en famille, va aller disparaître. Pour montrer l'importance du nom, le nom va nous pousser de se connaître. Et les gens, souvent, ils disent que l'homme doit croire en eux. Or que la croyance est réservée en Dieu. L'homme doit se connaître. Et pour se connaître, c'est à travers nos noms de famille qu'on va essayer de savoir. Qui va nous donner cette tradition? Ce sont les vieux. On ne doit pas faire partie des générations qui isolent de ces vieux. Mais on doit séjourner sous l'ombre des vieux. Ils vont nous expliquer notre tradition.
du point de départ de notre famille pour qu'on puisse se connaître et on aura une autre idéologie de réagir. Exactement, et ça c'est très intéressant, hein, très philosophique mais très intéressant. Évidemment, comme il a souligné, l'importance aujourd'hui pour cette génération, c'est de se rapprocher entre guillemets des vieillards, ceux-là qu'on appelle évidemment les dépositeurs, même on va dire de la connaissance, c'est des bases de données. Donc c'est bien évidemment de se rapprocher de ces personnes-là. Il a parlé également, Nathan, de l'histoire. On l'a souligné, notre nom a une histoire. Mais au-delà de connaître l'histoire de notre nom, parce que des fois on hérite, c'est un héritage, c'est parfois. Mais comment le choix se passe? Comment le choix se passe du point de vue des parents? Vous l'êtes également, Nathan. Comment ça se passe au niveau du nom? Et parfois le nom, on va dire, c'est une source de problème. Parce que des fois, tu donnes un nom, on te dit non, c'est pas ce nom, il faut donner celui-là, il faut donner celui-là. Pourquoi le choix du nom pose parfois problème dans les familles? Alors, il y a plusieurs facteurs, évidemment, et ça va du point de vue des parents, de la famille aussi, parce que les parents ne sont pas les seuls à choisir le nom de l'enfant, contrairement à ce qu'on pense. Il y a aussi toute une histoire. Et après, vous avez des enfants qui naissent, par exemple, ils n'ont pas encore de nom. Ils font une semaine, ils n'ont pas encore de nom. On donne un petit nom en attendant qu'on trouve un nom, que la famille se décide. Maintenant, en ce qui concerne le choix, pour ma part, par exemple, il y a eu la facilité déjà pour les prénoms, mon prénom, d'accord, composé simplement. Et il y a eu le cas aussi de l'héritage, c'est-à-dire que la mère de ma fille, simplement on a donné le nom. D'accord. D'accord. Voilà, donc c'est un hommage voilà. aussi. Et évidemment, il y a la nature de donner aussi mon nom parce que je suis le père, comme le Code civil l'impose. Parce qu'il faut préciser aussi qu'il y a des normes aussi qui sont légales à cause de ça. Donc, on a un nom d'héritage, c'est-à-dire notre homonyme, et on a le nom de notre père ou de notre géniteur, selon aussi les cultures et les coutumes. Il faut aussi préciser ça, et selon les textes légaux. Maintenant, il y a le fait qu'il y a des histoires. Par exemple, quelqu'un peut prendre le nom de son ami, quelqu'un qui a impacté sa vie, de l'un de ses tuteurs, quelqu'un qui a marqué sa vie d'une manière particulière. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte que quelqu'un peut choisir le nom de son enfant. Toi, tu disais tout à l'heure que tu hérites le nom de l'ami de ton père, qui était un conseiller pour lui, qui était un sage. Donc, tu vois un peu que c'est vraiment plusieurs éléments qui permettent à ceux qu'on décide de donner un nom à un enfant. Il y a aussi des situations, comme au Congo par exemple. Ouais, parce qu'au Congo, on a l'impression que c'est au vu de la situation qu'on donne, parce qu'on retrouve des noms assez exotiques quand même au Congo, des prénoms. Voilà, donc on a délivrance, misère, violence. Ça, oui, c'est assez bonheur. Donc c'est assez exotique au Congo. Les enfants deviennent comme un présage. Ils présagent quelque chose, mais je pense aussi que les Indiens et les Hindous le font aussi. Les enfants sont comme un présage, et cela a des faits. Mais même chez nous en Afrique, il y a ça. C'est juste que parfois on ne sait pas, ou on ne comprend pas. Justement parce qu'on ne connaît pas la signification de nom, on ne sait pas. Moi, par exemple, mon nom, c'est un nom d'initiation. Ce n'était pas le nom de mon homonyme à la base, mais il a changé son nom. C'est un nom d'initiation. Et donc, il y a beaucoup d'éléments en rapport avec ce nom-là, que si je ne connaissais pas, il y a des choses que je vivrais même que je ne pourrais pas expliquer. Oui, parce que même en restant dans le cadre de pouvoir expliquer, ce que, comme vous l'avez souligné, vous êtes papa aujourd'hui, et si vous n'avez pas cette histoire, vous privez votre enfant de cette histoire-là aussi, parce que c'est un héritage, effectivement, qu'on lègue. En parlant vous avez parlé d'héritage, Samba, alors il est dit que lorsqu'on hérite parfois du nom, notre ami Sen, vous avez hérité du nom, du prénom de l'ami de votre papa, il était très proche, comme l'a souligné Nathan, mais en général, on prend parfois le nom du petit frère de papa ou de la petite sœur de maman, mais on n'hérite pas que du nom, on hérite aussi de beaucoup d'autres qualités. Et au Sénégal, on hérite de 7 points, c'est ça? C'est lesquels? Exactement, on hérite de 7 points, on dit, de manière générale. C'est-à-dire, 7 points, ici, caractère, on dit Djiko. D'accord. Djiko, on peut le dire en français, par exemple. C'est le comportement, le caractère, les habitudes. Voilà, exactement. Par exemple, moi, mon homonyme, il ne dort pas beaucoup. D'accord. Donc, mon père, pour ma classe, il me dit, ne fais pas comme, pour me dire d'aller dormir, il ne faut pas faire comme ton homonyme. D'accord. Exactement. Lui, il ne dit pas Samba, mais il dit Bouri.
parce que c'est Sambouri. Il a coupé mon nom à l'état civil, mais normalement, c'est Samba Bouri Thiongat. D'accord. Parce que c'est le nom qu'a reçu mon homonyme, qu'il a reçu de notre grand-père, qui est encore l'aîné de la famille. Donc c'est important les noms ici. Et aussi on dit qu'il ne faut pas donner un nom le nom de son enfant à n'importe qui. Parce que il faut le choisir, parce qu'il va hériter, comme on l'a dit, de certains de ses habitudes. Évidemment, parce que si vous donnez le nom de quelqu'un qui a l'habitude de faire des bêtises, derrière, si l'enfant commence à faire des bêtises, automatiquement, vous allez évidemment vous poser des questions, peut-être un petit peu regretter d'avoir donné ce nom-là. Mais au-delà de ça, on a parlé évidemment de la symbolique. Scène, on parle de la symbolique du nom, l'importance du nom. Tout à l'heure, dans ton argumentaire, tu parlais de cette nécessité d'aller sous l'arbre, pas l'arbre, sous l'ombre de nos grands-parents pour connaître cette histoire-là. Mais on a l'impression que, enfin, au Sénégal, par exemple, tout à l'heure tu en parlais, les noms, parfois, on les donne comme au Congo, en fonction de la situation, mais c'est beaucoup plus pour exprimer le contraire. Par exemple, si un enfant vient au monde avec une situation, ou bien il y a déjà eu des décès dans la famille, et quand l'enfant arrive, on donne un nom qui a une signification, mais qui veut dire le contraire. Oui, pour ces noms, on peut citer tant d'autres, comme Ken Bogoul, personne n'en veut. Quand on veut le contraire, on donne ce nom souvent. Il y a Djaroko, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il va quitter tout à l'heure. D'accord. Parce qu'il est né comme ça. Il est né avec ses maladies. Voilà, parce que dès la naissance, on vient sur Terre avec des maladies. On peut faire le décompte. On est en étant handicap, aveugle, sourd, avec la famine, tout donc, ça. Du coup, on donne ces noms pour espérer que le prochain qui vient, qui n'arrive pas avec la même situation. Non, ce qui est logique, ces maladies-là vont disparaître petit à petit jusqu'à l'homme se tient debout, jusqu'à l'enfant se tient debout. Mais il y a d'autres. Ils vont venir avec ces maladies-là parce que dès la naissance, on ne peut pas parler. Vous voyez, on ne peut pas marcher. On ne peut pas voir. Si on regarde, mais on ne peut pas distinguer. Mais il y a des gens qui continuent dans cette logique. Oui, aveugles ou bien, comment dire, sourds ou muets, comme on l'avait dit. Pour que le contraire se passe, il fallait choisir un nom pour espérer le contraire. C'est-à-dire, il va quitter tout à l'heure. Attendons Dieu. Harial. Oui, espérer le contraire. Ça se passe comme ça. Plus précisément, c'est remarqué chez les Sérères. Ils se collent avec la tradition. Parfois, il y a des réalités qui gardent toutes ces maladies-là à l'enfant. Oui, pour que ces maladies s'en aillent, il fallait donner un nom symbolique. Et évidemment, Nathan, c'est vrai qu'un peu même en Afrique, il y a, pour rester à la tradition, il y a des cérémonies qu'on organise, parce que le choix du nom, c'est vrai que dans d'autres pays, dans d'autres traditions, il suffit d'être à l'hôpital et aller à la mairie et de donner le nom et le prénom. Mais dans certaines cultures, on organise comment on appelle ça, une cérémonie pour léguer justement le nom, parce que comme on le dit, il ne suffit pas juste de donner un nom, il y a tout un héritage derrière. Ces cérémonies d'initiation-là, elles sont importantes aujourd'hui, Nathan, de revenir à ces bases? Bon, moi je crois que si quelque chose est fait, c'est qu'il y a des sources, il y a des bases. Le problème, le fait avec ces cérémonies, c'est qu'elles ont généralement deux sens. Le premier sens, c'est de faire porter l'héritage à la personne. Mais il y a un deuxième sens qui est purificatif, dans le sens où on veut enlever les mauvais éléments qui sont attachés au nom. Par exemple, si la personne qui a porté le nom avant, voilà pourquoi il faut connaître l'histoire aussi de celui qui a porté votre nom. Si la personne qui a porté le nom avant a des mauvais vices, ces cérémonies, ces rituels, ce sont des rituels initiatiques généralement, qui sont faits, c'est pour enlever, parfois même rejeter, certains disent le mauvais sort, chasser la malchance, qui sont liés à certains noms. Et donc c'est fondamental de faire ces choses-là. Maintenant, après, est-ce que ça a un impact toujours positif? C'est là la question.
à se poser. Mais Samba, en parlant d'impact, quel est l'impact aujourd'hui, l'influence même au niveau sur le plan, au niveau de la société, le fait aujourd'hui de cette absence d'histoire liée à son identité, dans le sens où on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son histoire, parce que comme Nathan l'a dit, si vous appelez Samba, vous l'avez souligné, il y a quelqu'un d'autre qui portait ce nom avant vous. Pourquoi dans la famille vous êtes une dizaine? Pourquoi dans la famille c'est uniquement à toi qu'on a donné ce nom? Donc ça sous-entend que tu as quelque chose en plus, même si ça peut créer voilà, des petits soucis dans la famille. Mais je pense que si papa ou maman a décidé de te donner ce nom en plus, c'est parce que voilà, il y a quelque chose en toi qu'ils ont vu. Exactement. Et de donner ce nom. Mais quel est l'impact aujourd'hui, mon cher Samba, pour revenir à la question, si jamais on se retrouve avec une génération qui n'a aucun lien avec son nom, tout simplement? Non, ils sont déracinés parce que les noms qu'on porte là, surtout en Afrique, c'est en lien avec la famille, le caste, l'ethnie, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'à la base, c'était pour ça. Par exemple, si l'aîné, on le donne le nom Samba, le cadet aussi, il a son nom aussi. Par exemple, c'est Cordoba. Ouais, parce qu'il y a Tchad, c'est quoi déjà en Wolof? C'est Tchad. C'est le dernier. Exactement. D'accord, ok. Mais c'est les Peuls, par exemple, Samba, c'est l'aîné. Mon grand-père, Alsan, on dit Alsan Cordoba, on l'appelle Cordoba parce que c'est lui, le Tchad. Exact. Non, c'est le Tchad. C'est le dernier. Ouais. Ok. Ouais. Tu vois. Par exemple, moi, c'est Samba. Mon père, c'est Demba. Et Demba, c'est... Demba, c'est celui le qui deuxième. est... Exactement. D'accord. Maintenant, dans la famille, par exemple, lui, son grand frère, c'est Samba. Lui, c'est Demba. Ok. Ouais. Et toi, Ok. tu as hérité de son grand frère. Ouais. Exactement. Parce que je suis l'aîné. Tu vois, de toute la famille. Vous voyez. C'est pour ça qu'on m'a donné le nom Samba. Ah, mais c'est vrai que nous on voit souvent des noms, voilà, des Demba Diop, on ne comprend pas pourquoi, voilà. Exactement. Et d'où l'importance aujourd'hui même de cette thématique, mon cher Sen, c'est justement ça, c'est de pouvoir se connaître d'abord soi-même et de pouvoir connaître aussi, on va dire, voilà, l'histoire de ce nom. C'est distinguer tout simplement l'histoire de ce nom et tout le reste. On revient sur le point que tu as souligné tout à l'heure, le fait de donner un nom qui veut évidemment exprimer le vœu contraire évidemment, enfin, ce qu'on souhaite avoir. L'effet contraire tout simplement. Est-ce que c'est difficile dans votre entourage? Vous connaissez sûrement des personnes qui ont ces noms-là. Ça n'en vaut plus la peine. Il partira bientôt. Est-ce que c'est difficile pour eux de vivre avec ce nom? Parce que si une personne peut directement aller dans une traduction directe, littéraire, et penser que si on me donne ce nom en me disant qu'on ne veut pas de toi, c'est qu'on ne veut pas de moi tout simplement. Or, si on te donne ce nom, c'est que ça, on veut le contraire en fait. C'est qu'en fait, ce qu'on veut de toi, mais voilà, même si tu as des petites difficultés. Comment ils vivent avec ce nom-là? Est-ce que c'est difficile pour eux? Non, avec tout, avec grandeur, avec joie. Parce que moi, j'ai eu un ami, il s'appelle Djaroko. Ça ne vaut pas la peine. On partageait le même département. Lorsqu'il avait 30 crédits en premier semestre, deuxième semestre, il avait eu 30. Ça fait 60. Je l'avais dit, actuellement, ça vaut la peine. Il m'a dit, jusqu'à présent, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, même certains femmes qui le prennent bien. Voilà, prennent bien. Généralement, ça se passe comme ça. C'est lui-même qui m'avait expliqué. Vous voyez. Et chez nous, dans notre famille royale, eux, ils ajoutent un préfixe ma. C'est-à-dire, quand le fils s'appelle Doki, on ajoute Madoki pour montrer l'identité de cette famille. Mandjamal, Makhureja, vous voyez, Manyonge. Ils gardent le préfixe Mala. Vous voyez. Et pour montrer encore, par rapport au nom de famille, pour voir l'importance, pourquoi on doit connaître d'origine de nos noms de famille-là, une fois que tu as fait des recherches, on va te dire que ton père a hérité ceci. Hein? Il n'avait pas gâté la famille. Toi, tu n'as pas le droit de le gâter. Tu vois? Une fois que tu connais cela, tu vas se comporter autrement. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux. Je n'ai pas le droit de dire tout ce que je veux. Parce que c'était trois choses. C'est-à-dire, quand tu fais tout ce que tu veux et parler de tout ce que tu veux, tu n'auras pas tout ce que tu veux. Quand le nom a des liens avec la société, comment tu dois vivre en société pour être beaucoup plus à l'aise. Parce que Dieu ne donne pas toujours directement.
Il donne indirectement et ça se passe sur les liens ou bien les relations que tu partages avec les membres de la société. Évidemment. On dit Djombona. Il ne vous est pas loisible d'agir comme tu veux parce que tu vas réserver une partie de ta famille. Ici en Afrique, toutes les familles sont pieuses, d'après moi. Il suffit de se connaître. Si tu te connais, tu dois te comporter autrement. Qu'est-ce qui va te donner cette connaissance après avoir fait des recherches très avancées vis-à-vis de ta famille, le nom que tu portes là, tu ne vas pas faire tout ce que tu veux. Et c'est là aussi l'impact c'est très bien résumé par notre ami Sen, Nathan, parce que c'est un impact mais vraiment réel dans la société, le fait de porter ce nom. Et parfois même, ce nom, c'est un lien, c'est un pont avec une tribu ou avec un clan, par exemple. Exactement. Et il y en a, par exemple, vous portez un nom et on vous dit, ah tiens, si vous portez ce nom, c'est que vous faites partie d'une tribu, d'une grande famille. Et automatiquement, ça confère un respect. Et c'est peut-être là aussi aujourd'hui. Le nom, c'est devenu quelque part, on va dire, une forme de classification du niveau social aussi, Nathan. Après, ça a toujours été ça, chez nous, évidemment. Et je crois qu'il a pu le dire au départ, Samba le disait, ça nous permet de nous classifier déjà dans la famille, qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le dernier. Aussi parce que ça nous donne aussi un sens de responsabilité. Samba sait que je dois me comporter en tant qu'aîné. À chaque fois qu'on rappelle Samba, il sait qu'il est l'aîné de la famille. Je suis l'aîné de la famille. Ça nous donne, il a dit, ça te donne la manière à laquelle tu dois te comporter, ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Et ça te positionne aussi par rapport au clan. Votre clan vient d'où? On parle de tribu. On parle de tribu, on parle de hiérarchie. Et c'est vraiment toute une histoire, c'est vraiment toute une vie. Moi, je prends un exemple tout bête. Par exemple, récemment, j'ai appris que mon nom, par exemple, c'était le nom du premier pasteur gabonais protestant. D'accord. Tu vois un peu? Et je ne le savais pas. Mais j'ai appris ça récemment. Tu vois? Donc, quand je dis récemment, c'est 3, 4 ans, 5 ans. Mais ça a un impact, que tu le veuilles ou non, parce que dans les archives nationales, c'est écrit et il y a ton nom là-bas. Tu vois un peu. Donc, il y a des choses fondamentales et tu dois connaître ou comprendre ces choses-là pour pouvoir te positionner par rapport à la société, te positionner. Bon, après, aujourd'hui, on a peut-être rejeté notre société, la jeunesse a rejeté sa société fondamentale. Quand je parle de société, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais c'est vraiment la société en elle-même, notre vie au quotidien, nos rapports avec nos familles. Aujourd'hui, il y en a qui sont découpés de leur famille complètement. Sous prétexte des études, sous prétexte des voyages, mais c'est important. Je pense que cette thématique est vraiment fondamentale. Une thématique, oui. Revenons un petit peu sur la symbolique même, sur la symbolique du nom, l'importance de connaître ça, parce qu'on a dit qu'il y a une histoire derrière, il y a une définition. Nathan a souligné un point, c'est souvent important de connaître la personne qui a porté ce nom-là pour toi, derrière, évoluer et peut-être ressembler même à l'homonyme, comme on dit. C'est positif. Et évidemment. En parlant justement de ça, comment vous faites? Je veux dire, est-ce qu'à la maison, vous discutez avec ton père, par exemple, tu discutes avec papa pour connaître cette histoire. Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est ça? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la sensibilisation pour réveiller un peu ces jeunes-là qui dorment, ces générations tête baissée, de dire levez la tête, connaissez d'abord votre histoire avant de connaître l'histoire de Madonna ou bien de Beyoncé. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut aller dans la sensibilisation? Si oui, comment entamer ce processus de sensibilisation? Est-ce qu'il faut organiser des ateliers? Est-ce qu'il faut organiser des rencontres? Comment ça se passe? En fait, je vais démarrer sur pourquoi on est dans cette situation. Parce qu'au départ, dans les familles, il y avait le vieillard en âge, comme le dit Amadou Ampateba. Le vieillard en âge, c'est pas le vieillard en connaissance. Tu vois, pas le vieillard en âge. C'est-à-dire celui qui connaît les rites et traditions de la famille. En fait, c'est lui qui est hors du parc. C'est-à-dire, il ne va plus au champ, il ne travaille plus. C'est lui qui reste dans la famille. Et celui-là, c'est lui qui est chargé de dire aux enfants, par exemple, le soir, autour du feu, il leur conte l'histoire de la famille. Il leur explique, par exemple, toi, Samba, ton nom, c'est ça. Toi, Kodaba, ton nom, c'est ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Samba avait fait ça.
Donc, sois fier et fais-en autant. Cordoba avait fait ça, il se comportait comme ça. Ainsi, mais on a changé, on a copié plus ou moins l'organisation des Occidentaux. C'est ça qui nous bloque. Maintenant, moi, pour même ces informations que j'ai, ce n'est pas mon père qui me les a données, c'est ma Badian, on dit en Wolof Badian. Tante, c'est l'aîné de la famille. Et ça c'est parce qu'elle avait l'information, elle connaissait un peu parce qu'elle est l'aînée. Oui. Vu que mon grand-père, dans sa tête, lui, il va mourir tôt. Parce que, bon, dans ma famille, il y a une tragédie. La plupart de ses frères, avant d'épouser une femme. Je vais t'interrompre, mon cher. On va parler justement de ce lien de famille en deuxième partie d'émission. Lorsque nous allons parler de l'arbre généalogique. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons toujours être en lien avec cette connaissance du nom, la thématique de la première partie d'émission. Cette fois-ci, nous allons nous interroger sur l'arbre généalogique. Pourquoi aujourd'hui, Samba, vous êtes dans ce domaine-là, dans la construction de l'arbre généalogique? Pourquoi c'est important déjà de connaître son arbre généalogique et de construire cet arbre? Exactement. Parce que si on ne connaît pas la généalogie de sa famille, on ne se connaît pas. Parce qu'on peut connaître son père, on peut connaître les frères de son père, les frères et sœurs de son père, ainsi de suite, mais c'est limité. Une anecdote, par exemple, je suis allé au village. Lorsque je suis allé, j'ai été reçu comme un roi, un petit prince, mais je ne comprenais pas. Et ce qui me gênait, je ne savais pas ce qui me liait aux gens avec lesquels j'interagissais. Et ça me gêne, et tout le monde savait. Par exemple, un tel me disait que ta grand-mère et ma grand-mère ont le même père, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, lorsque je suis revenu à Dakar, j'ai questionné mon père. Lui aussi, il avait des informations incomplètes. Et donc, ça me gênait. Une fois que je suis allé à l'université, j'ai décidé carrément de construire l'arbre généalogique, de le refaire, parce que mon grand-père avait toutes ces informations avec lui. Malheureusement, il est parti tôt. Et mon père et ses frères n'ont pas poursuivi. Donc, j'étais obligé de refaire toute la généalogie sur 12 générations. Là, je suis à 7 générations. Mais c'est important parce que chaque personne sur l'arbre a une histoire. Oui, parce qu'il y a les branches, mais il y a surtout le tronc. Parce que le tronc, c'est vraiment la base. Enfin, on le sait tous, hein, c'est le tronc qui maintient et qui soutient l'arbre. Ça te prend combien de... Je veux dire, là, tu as débuté la construction de cet arbre généalogique. Oui. Tu en es à la 7e génération. L'objectif, c'est d'atteindre la 12e génération. Ça te prend combien de temps Beaucoup, sur seulement les 7 générations-là. Disons 7 générations, seulement la branche paternelle de mon père. C'est 2 ans. D'accord. La branche maternelle de mon père, c'est 4 ans. Parce que ça, c'est beaucoup plus abouti. Donc là, vous avez 6 ans, vous avez consacré 6 ans de votre vie à construire cet arbre généalogique. Carrément. Exactement. Donc c'est ça. Et le problème que je rencontre avec le côté de mon grand-père, Alsan, ils n'ont pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de survivants. D'accord. Okay. Donc du coup, on a une histoire un peu rompue de ce côté-là. Donc il n'y a pas beaucoup de bases de données. En parlant de bases de données saines, alors vous également, vous êtes dans la construction d'un arbre généalogique. Alors c'est comme ça ici, sur l'image. Cet arbre généalogique, ça c'est votre grand frère qui l'a confectionné, mais vous également, vous êtes dans la confection de cet arbre généalogique. Alors vous n'y êtes pas sur cet arbre généalogique, pas encore. Mais je veux dire, au-delà justement de la construction, ça a pris 7 ans pour notre ami Samba. Vous travaillez également avec des griots pour avoir le maximum d'informations pour faciliter la construction de cet arbre généalogique. Comment ça se passe en termes de recherche? Comment vous allez vers eux? Comment ça se passe? Nous avons eu la chance, quoi. Parce qu'à part de Nyokofam, originaire Kunda, Mali, il était accompagné avec son griot. Une fois venir dans le Kadior, il a vu un arbre
notamment appelé Ded. Il a reconstruit l'arbre comme étant sa demeure. Et on dit Fall Gisi Dedegi. Le village porte le nom de Fall sous l'arbre qui s'appelle Ded. Et on l'appelle Palen Ded. Vous voyez. Et à partir de ce temps-là, son griot en train de faire retracer son vécu, son quotidien. Il a des descendants jusqu'à Mamadou Fall, c'est un grand-père à moi. Lui, au moment de reconstruire l'arbre, il n'aura pas de difficulté parce qu'il a été réservé à partir de Medoun. Medoun qui était le griot de Nyokofam. Et Medoun a ses descendants griots. Eux, ils gardent la tradition. Et dans la famille Fall, à chaque génération, il y a quelqu'un qui garde la tradition. De nos jours, c'est Baindonga qui garde la tradition. D'accord. Si Kotch Barma était un marabout, ou bien ce Nyokofam dont je disais là, était dans une famille religieuse, c'est lui qui est le calife, quoi, si je peux le dire. Dans notre tradition, ça se passe comme ça. Mais moi, ma mère a quitté un village qui s'appelle Palen. Et venir. Oui, parce que je rappelle que sur cette table généalogique que je montrais il y a un instant, c'est 16 générations. Ouais, c'est ça, 16 générations. Ça date de longtemps. Exactement. Et là, c'est quel côté uniquement? Le côté maternel? Maternel. De ma mère jusqu'à Mandiamal, tu peux compter 30. Wow. 30 arrière-parents. Vous voyez. Et du côté de mon père, je ne peux pas compter plus de 7. Est-ce que c'est un travail difficile, je veux dire, dans la collecte de ces données-là? Oui, du côté de mon père, c'est difficile. Mais du côté de ma mère, nous avons ça déjà. Des griots et la famille. Et cette famille-là qui garde cet patrimoine. D'accord. Mais du côté de mon père, parce que c'est la générosité de mon père qui m'a poussé de laisser la musique. Parce qu'eux, ils ont quitté mon arrière-parent Brime Sen avait quitté Bawal. Vous voyez, une fois venir dans le Kadior, il a un fils qui s'appelait Saliou. Il a appris le Coran, il se comporte comme un vrai sage, comme on le dit, vous voyez. Et quand je faisais de la musique, ils m'ont dit, tu n'as pas le droit de le faire. Ouais. Ils m'ont un peu expliqué sa tradition, oui. L'importance de connaître, c'est vrai, on l'a souligné, l'arbre généalogique, mais moi je reviens un petit peu sur le travail de fond. Oui, travail, je veux dire, je veux venir sur ça. Et lui, il avait un griot. Le griot, actuellement, son fils est vivant. Il s'appelle Djigambay. Lorsque je me suis parti chez lui pour lui dire que qui était le père de mon grand-père, il m'a dit c'est Brime. Qui était le père de Brime? Il m'a dit non, je ne connais pas. Parce qu'il n'avait pas hérité ce que son père avait. Ouais. C'est là où se trouve le problème. Mais du côté de ma mère, cela ne se présente guère. Et c'est là la grosse difficulté, Nathan, aujourd'hui, c'est que l'arbre généalogique est d'une importance capitale, j'ai envie de dire, mais c'est un point sur lequel beaucoup de personnes ne s'intéressent pas du tout, parce que parfois on retrouve des situations très compliquées où aujourd'hui vous êtes marié à une dame, ça fait 6 ans, et puis un jour vous découvrez que cette dame c'est votre sœur, tout simplement parce que vous n'avez pas eu évidemment de connaître d'aller connaître l'histoire de cette personne, de chercher à savoir le père de mon père, de tracer votre arbre généalogique. Donc ça devient un peu compliqué aujourd'hui. Les jeunes ne connaissent pas cet arbre généalogique. L'impact, il est où aujourd'hui, Nathan, demain, pour cette génération-là? Moi, je pense que l'impact principal, c'est qu'on sera perdu déjà. Ça, c'est sûr, carrément, à coup sûr. Et retracer aussi les difficultés. Ce qu'il est en train de souligner. Parce qu'il y a des chaînes qui sont rompues. Il y a des chaînes qui sont rompues. Par exemple, il dit quelque chose. Il a la volonté, par exemple, de chercher chez son père, mais la personne censée avoir l'information est perdue jusqu'à un certain niveau. Donc ça fait un blocus, un mur. Et s'il n'a pas la grâce peut-être dans quelques années de trouver quelqu'un qui aurait l'histoire, il est coincé. Pourtant, il a la volonté. Ça, c'est un cas de quelqu'un, et c'est peut-être exceptionnel, quelqu'un qui a la volonté de rechercher. Mais il y a quelque chose de fondamental dans ce qu'il dit, c'est qu'ils ont l'histoire du côté de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont conservé, et même, il a dit, il y a une partie de la famille
qui est chargé spécialement de garder retracer l'histoire de la famille. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment, c'est waouh en fait. Parce que avoir l'histoire de la famille, ils ont pu retracer cet arbre-là à plus de 16 générations. C'est formidable. Moi, je ne peux pas imaginer ça. Non, parce que l'arbre généalogique, c'est une base de données. Hein. C'est une base de données que vous avez là en ce moment. Oui, parce que chaque individu sur l'arbre a une histoire. Il a une vie, il a un impact qu'il a laissé. Positif ou négatif, c'est une base de données, c'est une histoire, c'est quelque chose à savoir, ce sont des choses à comprendre, qui peuvent même nous guider. Moi, je dis souvent que, contrairement à ce que les gens pensent, le passé nous révèle beaucoup sur ce que nous pouvons vivre ou affronter ou confronter. Moi, il y a des choses, des signes que je vois dans ma vie qui me permettent de faire attention par rapport à certaines choses. Par exemple, l'alcool, je n'y toucherai pas. Pourquoi? Parce que mon homonyme, par exemple, dans ma généalogie, mon homonyme en a usé. Et ça l'a ridiculisé d'un certain niveau. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent, beaucoup de qualité, beaucoup de dons, comme il a dit. Je pense qu'il y a un lien avec ce dont il a parlé. Il a dit qu'on lui a demandé d'arrêter la musique. Parce qu'il y a des choses qui sont en lien avec dans la famille. Donc vous voyez que c'est vraiment fondamental de rechercher ces choses-là. Mais notre génération, non seulement nous n'avons qu'une volonté de le faire. Oui, parce que Samba, c'est 6 ans de sa vie qu'il a consacré à chercher. Là, il en est qu'à la moitié. Donc, c'est une volonté qu'il faut avoir, mais aussi trouver les moyens, les voies et moyens. Et moi, je pense que nos États aussi devraient mettre des efforts. Aujourd'hui, tout le monde veut être marketeur, tout le monde veut être un manager, tout le monde veut être, je ne sais pas, biologiste, scientifique. Mais ces choses-là, de base, ces connaissances de base, qui va vers ça? Oui, justement. Est-ce que ça s'apprend? Je veux dire, vous, aujourd'hui, vous confectionnez, vous retracez, vous arrivez à construire des arbres généalogiques. Pour le moment, vous êtes sur celui de votre famille. Mais est-ce que dans votre structure, la structure que vous dirigez, est-ce que vous faites des arbres généalogiques, par exemple, de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous pour connaître leur histoire? Comment ça se passe, je veux dire? Oui, on m'a beaucoup sollicité par rapport à ça. Et c'est des gens que j'ai pu aider qui me mettaient en relation avec d'autres. Mais jusque-là, ce n'était pas rémunéré. Tout le monde peut me contacter, il n'y a pas de souci. Parce que moi-même, on m'a aidé. On m'a dit, par exemple, pour chaque information, tu dois faire des recoupements. Tu dois vérifier chaque information. Par exemple, si ta tante là te dit ça, va chez sa sœur et demande. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des techniques, quoi. C'est un peu compliqué, oui. Voilà. Exactement. Parce que tu peux te retrouver avec 2 histoires, voire 3 histoires différentes. Carrément. Chaque tante a une histoire et parfois il n'y a aucun lien avec l'histoire que, voilà, enfin les 3, il n'y a aucun lien. Exactement. Donc oui, du coup, ça s'apprend. Et ça prend combien de temps pour commencer à avoir vraiment des bases, j'ai envie de dire? Bon, pour le faire, normalement, minimum 2 ans. 2 ans? Oui, minimum. Wow. Parce qu'il faut avoir l'habitude. Par exemple, moi, maintenant, quand on me transmet des informations, je sais exactement quoi prendre. Exactement. Oui, parce que c'est un travail aussi, c'est un tri, c'est très sélectif aussi. Carrément. Et par exemple, parfois, tu reçois tellement d'informations, tu ne sais pas comment. Donc, il faut avoir des systèmes pour classifier déjà les informations que tu as, comment les traiter, les analyser, après pour pouvoir les mettre sur l'arbre généalogique. Nathan a parlé d'un point en invitant justement aussi nos dirigeants à investir peut-être, on va y revenir, mais quand je parlais d'apprentissage, Samba, il a pris 2 ans pour l'apprendre, mais chez vous, mon cher Sen, c'est un héritage. L'arbre généalogique que je montrais tout à l'heure, ça c'est votre frère qui l'a réalisé, d'une autre génération, vous appartenez à une autre génération également, donc vous avez, on va dire, ce droit, on va dire cette mission-là, vous, de retracer l'arbre généalogique de votre famille à partir de votre génération. C'est un héritage. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous étiez là quand votre frère, vous accompagnez votre frère lorsqu'il allait justement collecter des infos? Comment l'héritage là se passe? Comment ce legs se passe dans la famille? Bon, nous, on connaissait l'importance du questionnement. Comme la plupart des philosophes avaient prôné. Eux, ils disent que quand tu demandes, c'est mon grand-père qui le disait, Kouaté Barma Fall. Il disait que quand tu demandes comme un fou, tu sauras comme un être humain. Moi, j'avais l'habitude de discuter avec mon grand-père. C'est le père de ma mère. Il me disait que ton grand-père connaissait le langage du diable. C'est le barinati kulingati kano kankang subukano yandang. Vous voyez, plus d'efforts,
tu auras quoi vivre. Il disait que, comment dirais-je, quand tu fais des efforts pour avoir quelque chose, dès que tu l'auras, tu vas oublier les efforts que tu as fournis. Ça, c'est sûr. On en voit, on a des exemples tout le temps. Là, voilà. Ouais, vous voyez. On s'est battu pour avoir une voiture. Dès qu'on l'a, c'est fini. Ouais, c'est bon. ça. On oublie d'autres défis à réaliser derrière. Oui. Vous voyez. Et je lui ai dit que, puisque toi, tu as une tête un peu perdue, hein, dans la famille, qui est le plus doué dans ce domaine-là? Il m'a dit, il faut partir, c'est Baindonga. Et je me suis parti là-bas pour adapter ce raisonnement, se demander comme un fou. Ouais. Même les questions banales, je les pose. Mais c'est les griots, je dois donner de l'argent pour obtenir ce que je veux. Vous voyez? Donc, dans ce domaine-là, il te faut un peu Un peu de curiosité, de temps aussi, de volonté. Dans ce domaine. Voilà. Donc, la structure que nous avons, c'est le Barma-Barma. Le Barma-Barma, à un moment donné, tu seras un Barma-Barma receveur. Tu dois se Tenir côté les autres. Oui, côté des vieux, ils vont te donner beaucoup de bagages. Et 3 ans après, ou bien 4 ans, tu seras Barma-Barma donneur. Ouais. Donc, ça prend. Oui, même la tradition orale, ce n'est pas facile de parler en public parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec ces conditions-là, et la parole est un peu sacrée, la vie de l'homme est éternelle, mais ses paroles, la vie de l'homme est éphémère, mais ses paroles sont éternelles. Ouais. Tout ce que tu diras sur terre restera. Même Kotibar, mon grand-père, avait appelé son cheval Sebgolaou. Qu'est-ce que ça signifie? Il disait que mes dires ne se limitent guère à mon interlocuteur direct, mais elles vont être propagées de génération en génération et de localité en localité. De génération en génération, de localité en localité. Nathan, en écoutant évidemment nos amis qui sont dans ce domaine-là, de la construction de l'arbre généalogique, on a parlé de l'importance aujourd'hui, cette génération qui n'a aucun lien, qui n'a même aucune envie de connaître, parce que c'est très rare de voir une personne qui s'interroge dessus. C'est très rare de voir un jeune qui veut connaître l'histoire de A jusqu'à l'infini de sa famille. Vous avez parlé de sensibilisation, Nathan, tout à l'heure. Tu parlais de sensibilisation, tu parlais de l'aide du gouvernement, de nos dirigeants. Comment cette volonté de nos dirigeants peut-elle être matérialisée, j'ai envie de dire, pour justement donner cette possibilité à cette jeunesse-là, un petit peu effacée de son histoire, de pouvoir justement commencer à l'écrire soi-même? Alors là, le principal ennemi à combattre, c'est le désintéressement. Et donc, pour chasser le désintéressement, il faut créer de l'émulation autour de la question, créer de l'intérêt, créer des questionnements, comme il disait. Et il faut susciter ce côté fun de la chose. Il faudrait qu'on trouve peut-être des journées, la journée de la généalogie par exemple, créer ce genre d'événements et ça c'est le rôle des ministères de la Culture. Mais ça, à l'école, je veux dire, au préscolaire, non, ça ne s'enseigne pas. Je veux dire, si, y a pas au lycée, au collège en 6e, on apprend à bâtir un arbre généalogique en classe de 6e. D'ailleurs c'est un exercice que j'aimais beaucoup, mais je mentais beaucoup dedans. Parce qu'en vérité on ne peut pas retracer. Mais on t'a dit le grand-père, le grand-père donne le nom au père, donc tu sais que bon, si j'ai donné ici, je dois donner ça. C'est peut-être de l'intelligence mathématique, mais il y a beaucoup d'autres réalités. Et les spécialistes ici peuvent nous dire qu'il y a d'autres réalités qui nous permettent de bâtir un arbre généalogique correct avec des histoires et autres. Et donc, créer ces moments spéciaux où les gens entendent parler de ces choses et les gens, ça peut créer de la curiosité, créer des festivals par exemple, un festival de la généalogie où les griots, ramener les griots sur le devant de la scène parce que ce sont eux qui ont l'histoire et après maintenant il y a des cas quand même graves. Parce qu'il y a des familles qui sont vraiment déchirées aussi à la base. On ne sait pas comment tel a fait tel. Exactement. Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est là la difficulté aussi, vous, je veux dire, Samba, quand vous allez sur le terrain, ces familles parfois qui ne veulent pas parler, ces familles qui ne veulent pas du tout que leur histoire soit exposée, comment vous arrivez à convaincre ces personnes-là? Ouais, exactement. Pour anecdote, moi, mon grand-père est sorti du village. Alors, poussé à sortir du village, c'est après que je l'ai su. Parce que lui,
il y avait 2 familles Chongan. Normalement, le CROCB, c'est les Chongan qui dirigent. Vous voyez. Et il y avait des histoires comme ça. Et on m'a dit, par exemple, ton grand-père, par exemple, celui dont je porte le nom, Samba, et la famille, ils étaient les plus connus parmi les Chongan. Du coup, on a jeté une malédiction sur eux. Tout le monde est mort avant d'épouser. Ouais. Ça restait comme mon grand-père, on lui a dit, tu dois sortir forcément du village, sinon... Exactement. Donc il est venu vers Dakar, il a fondé sa famille ici, il travaille à Fan, à Sanchongan. C'est pour ça que c'est parfois difficile. Et même ça, j'ai forcé le vieux qui m'a conté ça à me le conter. Okay. Tu vois, parce qu'il ne voulait pas entrer dans les détails. Oui, parce que c'est tabou. Voilà, c'est tabou parce que y a des secrets qui restent secrets. Exactement. Voilà, on ne dit pas tout à tout le monde. Exactement. Et donc la difficulté, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire de ne pas avoir des personnes ressources qui soient assez disponibles pour vous donner ces informations. Mais ici, ça dépend du demandeur. Par exemple, lui, lorsque je lui ai posé la question, il m'a isolé. On est resté seul, il m'a expliqué ce qu'il en est vraiment. Après, j'ai compris. Vous voyez. Donc, ça dépend quoi. C'est pour ça que je dis qu'il y a une méthodologie à suivre pour collecter des informations. Il faut se rapprocher des vieux, mais il faut aussi savoir comment poser les questions, comment exactement les faire parler pour avoir les informations dont vous avez besoin. Vous avez besoin, exactement. Alors, Sen, vous êtes allé vous êtes professionnel du numérique. Vous êtes allé justement vous former dans ce domaine bien précis qui est le numérique, parce que évidemment vous voulez retranscrire un petit peu tout ce que vous faites, c'est-à-dire de pouvoir avoir une forme d'arbre généalogique, mais sous un fichier numérique. C'est important pour vous de l'avoir. Et quel a été l'apport du numérique, justement, je vais dire aujourd'hui des réseaux sociaux, mais du numérique de manière générale, dans votre travail de recherche? Est-ce que ça vous facilite la tâche, ou ça vous complique la tâche, ou c'est un outil indispensable à vos recherches? Oui, chacun a quelqu'un qui doit s'inspirer. Moi, je m'inspire de mon grand-père, Kouachi Barma Fall, et c'est un philosophe africain. On l'avait compris déjà. Hein? Oui, vous voyez. Il disait on a des citations philosophiques de vous. Oui, vous voyez. D'accord. Il disait qu'on ne peut pas apprendre le monde. Le monde. Quand tu débutes 6e siècle avant Jésus-Christ, avant d'atteindre notre génération, tu vas mourir. Il disait que aussi, quand tu réveilles nos grands-pères en leur disant qu'il y a le numérique, ceci, les gens, quand ils parlent, on les regarde, hein, ils n'arrivent pas à y croire. Il disait que donc, chacun doit apprendre le temps, son temps, quoi, sa génération. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, lorsque j'ai hérité la valise, parce que quand ton grand-père avait une valise bien remplie, et il marche jusqu'à ses pieds, ses 2 pieds seront 3 pieds, c'est-à-dire il marche avec le bâton. Ouais, vous voyez, dans ce cas, il ne peut pas aller. Mais est-ce que je dois rester là où il était, c'est-à-dire discuter avec les gens par rapport à la tradition, hein, dans les planches publiques, ou bien sous l'arbre à palabre, ou bien dans les radios communautaires? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Qu'est-ce que je dois apporter après avoir hérité cela? Moi, j'ai vécu avec cette génération connectée. 2.0 comme on dit. Je dois apprendre le numérique, utiliser ça pour un apport, essayer de communiquer avec eux à travers le numérique. Je ne vais pas me rester à reconstruire donc des arbres généalogiques, mais à chacun, parmi cette branche-là, je vais essayer de reconstruire son histoire, essayer de l'adapter en film. Raison pour laquelle, après avoir fait le métier du numérique, j'ai un peu appris le domaine du cinéma pour être scénariste et réalisateur. Actuellement, je suis dans l'histoire d'Amari Ngone. Si vous voyez l'arbre généalogique là, il était sur le tronc. Amari Ngone, c'est en 1549. C'est lui qui avait libéré le Kadior. Mais c'est à partir de cette généalogie-là que je vais essayer de monter chacun vers un autre et reconstruire son histoire, non seulement
en parole, mais essayer de le faire en image. Voilà. C'est vrai que ça aussi, ça peut être un facteur, voilà, un moyen justement pour pousser peut-être cette jeunesse-là à s'intéresser un petit peu à leur arbre généalogique. Et aussi pour participer à la décolonisation de nos écrans, quoi. Bah oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu du tout et n'importe quoi sur les écrans, mais si on peut apporter évidemment ce genre de programme, il y a aussi un rôle. En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, chaque secteur d'activité, aujourd'hui les médias, on est sur Génération News, on parle de ça, c'est de la sensibilisation, mais est-ce qu'il faut davantage, encore plus d'action des médias dans ce sens-là? Peut-être un film, c'est intéressant, mais quel est le rôle des médias derrière aussi pour accompagner nos amis experts qui sont là aujourd'hui? Nous, on a déjà fait notre part de choses. On vous a reçu sur le plateau de Génération News sur Média. Mais voilà, mais est-ce que derrière, il faut un suivi, un accompagnement? Nathan, comment tu vois évidemment cette vulgarisation qui est la connaissance de son arbre généalogique? Voilà. En tant que marketeur, je me mets dans la peau maintenant. On est preneurs, mon cher, on est preneurs. Les marketeurs, je crois que ce que le marketing ne nous vend pas bien, nous devons déjà choisir de le vendre. C'est-à-dire que ça ne rapporte peut-être pas de l'argent, mais ça rapporte des connaissances et une identité. Ça ramène à une identité. Je pense qu'il faut aussi vendre ces valeurs-là, les propager, essayer de faire un relais, de faire une sensibilisation des médias, parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que la force, ce sont les médias, ce sont les écrans, la grande force. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que les questions qui touchent ou les questions fondamentales d'identité, peut-être n'intéressent pas trop parce que ça ne vend pas. Et justement, parce que ça ne vend pas. C'est là où c'est un peu compliqué en ce qui concerne ces situations. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Nathan, vous êtes étudiant en management des affaires. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. On remercie également Samba, fondateur de Cœur Coach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on termine avec notre ami Sen. Vous êtes un professionnel du numérique. Vous êtes également dans la construction des arbres généalogiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Medi 1. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.